la planète Terre. Elle est aujourd'hui le royaume des mammifères. Une grande famille qui comprend plus de 5000 espèces différentes. L'une d'elles se distingue par un cerveau particulièrement développé, celle des humains, la nôtre. Son emprise sur la planète est évidente. Mais la Terre n'a pas toujours été un paradis pour les mammifères. Pour nos lointains ancêtres, elle a longtemps été un monde hostile et terrifiant. Un monde de dinosaures. C'est une catastrophe planétaire qui leur a donné leur chance. Elle a anéanti les dinosaures et épargné les mammifères. Tout redevenait possible. Mais plusieurs familles pouvaient prendre la place laissée libre par la disparition des dinosaures. Les soubresauts de la planète ont rythmé leurs affrontements, les contraignant sans cesse à s'adapter ou à disparaître. Au terme d'une course évolutive de plus de 200 millions d'années, le groupe des mammifères auquel nous appartenons s'est imposé. Cette histoire est celle de la longue lutte des mammifères pour survivre, évoluer et finalement s'approprier l'héritage des dinosaures. Elle a façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. C'est notre histoire. Mammifères et dinosaures apparaissent sur Terre pratiquement en même temps. Il y a 220 millions d'années. Mais alors que les dinosaures connaissent une expansion spectaculaire, les mammifères écrasés par leur domination restent de petits animaux, semblables à des souris. Contraints d'évoluer pour survivre, ils acquièrent un nouvel organe, le placenta, qui leur permet de protéger plus longtemps leurs petits dans les ventres maternels. Après 150 millions d'années d'existence, ils semblent condamnés à occuper une place de petite proie dans cet écosystème de géants. Un événement exceptionnel vient soudain redistribuer les cartes. L'impact d'une gigantesque météorite déclenche une série de cataclysmes qui entraînent l'extinction soudaine des dinosaures. C'est une chance inespérée que nos lointains ancêtres vont mettre à profit. À une trentaine de kilomètres de la ville de Francfort, en Allemagne, le site de Messel est un gisement unique au monde de fossiles de la période de l'Éocène, une vingtaine de millions d'années après la disparition des dinosaures. Messel nous montre à quel point les mammifères ont profité de la disparition des dinosaures. Leur essor est spectaculaire. Il y a 47 millions d'années, dans la jungle qui recouvre l'Europe, les mammifères évoluent et se diversifient. Propaléotherium, l'ancêtre du cheval, est un herbivore qui se nourrit de feuilles et de graines. L'étrange Lepticidium pourchasse les insectes et d'autres petites proies. Europolémur vient d'apparaître. C'est un lémurien de près d'1 mètre de long. Un des premiers primates, la grande famille de mammifères qui comprend les singes et les hominidés. Près de 40 espèces distinctes de mammifères ont été retrouvées à Messel. Mais certains signes montrent aussi que le long combat de nos lointains ancêtres est loin d'être terminé.
Un fossile conservé au Muséum d'histoire naturelle de Karlsruhe montre clairement que dans ce paradis, les mammifères ont toujours de dangereux ennemis. Ce fossile ne comporte que la moitié inférieure du corps d'un neuropolémur. Et sur ses tibias, on constate la présence de fractures multiples. Nous avons ici en quelque sorte la preuve d'un crime qui a été commis sur les bords du lac de Messel. À première vue, on ne distingue rien de particulier. Mais regardez soigneusement ce fossile ici et là. On voit deux fractures qui ne se sont pas produites par hasard. Regardez comme ces traces sont parallèles. Ces traces ont été causées par des dents. Et si seule la moitié inférieure de cet europolémur a été retrouvée, c'est sans doute qu'il a été déchiré en deux par une puissante mâchoire. Quel prédateur a bien pu saisir ainsi un animal qui vivait principalement dans les arbres? Il existe un animal moderne capable d'une telle agression. Nous sommes ici à Darwin, dans le nord de l'Australie. Chaque année, de nombreux touristes viennent ici pour voir ce monstre en action. Pour l'attirer, on utilise un morceau de viande de buffle comme appât. Le crocodile de mer est une des plus grandes espèces de crocodiles du monde. Et il utilise la puissance de sa queue pour se propulser hors de l'eau et saisir ses proies. Les crocodiles d'aujourd'hui sont les descendants d'une très grande famille qui s'est séparée des reptiles il y a environ 200 millions d'années, peu de temps après l'apparition des dinosaures et des mammifères. Le plus vieil ancêtre des crocodiles est un animal terrestre qui, comme les dinosaures, avait développé la bipédie. Il se nomme Saltoposuchus et ne mesurait qu'une quarantaine de centimètres. À l'époque de Saltoposuchus, l'ensemble des terres émergées est regroupé en un seul continent, Pangée. Mais au cours de l'ère des dinosaures, ce continent se fractionne et un nouvel habitat se développe. Les marécages et les zones humides des rivages. Les crocodiliens investissent cette niche que les dinosaures n'occupent pas et s'y adaptent. Un fossile datant de 73 millions d'années, la toute fin de l'ère des dinosaures, montre jusqu'où ils ont poussé cette spécialisation. Ce fossile a été retrouvé au Texas, aux États-Unis. Il s'agit du crâne d'un crocodile gigantesque. Ses dents mesurent jusqu'à 15 cm de long. Il a été nommé Deinosuchus. Et c'est un des plus grands crocodiles à avoir foulé notre terre. Il devait mesurer une quinzaine de mètres de long. Le docteur Christopher Brochu de l'Université d'Iowa étudie l'évolution des crocodiliens et il est persuadé que sur son terrain, un Deinosuchus était parfaitement capable de s'attaquer à des dinosaures. Deinosuchus était aussi grand que les dinosaures carnivores de son époque, mais c'était un crocodilien, un ancêtre des alligators et des caïmans. À cette époque, les dinosaures eux-mêmes pouvaient être la proie des crocodiliens. Ils dominaient l'écosystème des rivages, et les dinosaures qui s'en approchaient risquaient d'y laisser la vie. Il y a 73 millions d'années, lors de la phase ultime de l'ère des dinosaures. Ce Critosaurus est poursuivi par un tyrannosaure de 13 mètres de long.
pourquoi ce monstre ne s'aventure-t-il pas plus loin? Parce que le territoire où s'est réfugié le Critosaurus est celui du maître des rivages. Et même un tyrannosaure sait qu'il est dangereux de lui disputer une proie. L'impact de la météorite a eu de graves conséquences pour les crocodiles. Les géants se sont éteints. Mais l'élévation de la température a été moins dramatique dans l'eau qu'à l'air libre. Et les espèces plus petites ont survécu à la catastrophe. « 20 millions d'années plus tard, à l'époque de Messel, les crocodiliens se sont de nouveau développés et ont reconquis leur royaume semi-aquatique. Celui-ci est un diplocynodon. Il mesurait plus de 2 mètres. Les mammifères comptaient sans aucun doute au nombre de ses proies. Et même dans les arbres, ils n'étaient pas toujours à l'abri. Mais à Messel, les crocodiliens n'étaient sans doute pas les plus dangereux concurrents des mammifères. Les fossiles de plus de 50 espèces d'oiseaux ont été mis au jour sur le site, montrant qu'ils étaient eux aussi en plein développement. La plupart mesurent entre 10 et 30 cm. Mais l'un d'entre eux nous oblige à reconsidérer l'idée que nous nous faisons des oiseaux. L'os de sa cuisse mesure à lui seul une trentaine de centimètres. Il appartient à un animal dont on a également retrouvé la trace sur le continent américain. Le docteur Lawrence Whitmer de l'Université d'Ohio a mené des recherches approfondies sur les fossiles de cet oiseau gigantesque nommé Gastornis. Ses pattes longues et massives portent chacune 3 griffes acérées. Il possède un cou puissant et un bec énorme, capable de briser des os. Il mesure environ 2 mètres et pèse près de 100 kilos. Il est incapable de voler et se déplace comme les autruches modernes. Mais sa position dans l'écosystème est bien différente de celle qu'occupent les autruches. Les autruches ont un crâne relativement petit quand on le rapproche de l'énorme crâne de Gastornis. On peut aussi noter le cou très fin de l'autruche et celui extrêmement robuste et musclé de Gastornis. On sait que les autruches se nourrissent de plantes et de petits invertébrés. Mais chez Gastornis, on voit toutes les caractéristiques d'un grand prédateur. Gastornis est un des plus grands animaux de son époque. Il est le premier grand prédateur apparu après l'extinction des dinosaures. Dans l'écosystème de Messel, il occupe sans aucun doute la position dominante. Comment un oiseau a-t-il pu s'installer à la place des grands dinosaures prédateurs? Peut-être parce qu'il est leur descendant le plus direct.
Cette surprenante filiation a été révélée par une série de fossiles découverts en Chine sur le site de Liaoning. Voici celui d'un dinosaure appelé Sinosauropteryx qui mesurait environ 1 mètre. Il a révolutionné notre vision des dinosaures. On pensait jusqu'alors que les dinosaures étaient couverts d'écailles comme les crocodiles ou les lézards. Mais ce fossile montre qu'il y a 125 millions d'années, certains dinosaures se sont couverts de plumes. De nombreux autres fossiles de dinosaures à plumes ont été découverts à Liaoning. Ils nous apprennent qu'au milieu de l'ère des dinosaures, certains ont évolué, remplaçant leur mâchoire par un bec et leurs membres antérieurs par des ailes. Et la grande famille des oiseaux a pris son envol. En Mongolie, une autre découverte a révélé un lien encore plus inattendu entre les dinosaures et les oiseaux. Ce petit dinosaure d'environ 1,50 m vivait à la fin du Crétacé, juste avant la grande extinction. Sa famille a été nommée Oviraptor à cause de cet autre fossile. Oviraptor vient du latin et signifie voleur d'œufs. Et il semble en effet avoir trouvé la mort alors qu'il s'enfuyait en portant son larcin, une dizaine d'œufs. Mais le docteur Barsbold de l'Académie des sciences de Mongolie a découvert que ces œufs contenaient en fait des embryons de dinosaures de la même espèce. Oviraptor ne volait pas ces œufs, il les couvait. On avait toujours pensé que les dinosaures pondaient leurs œufs et les abandonnaient. Pourtant, certains dinosaures couvaient leurs œufs. Ce fossile a transformé notre vision des dinosaures. On croyait jusqu'alors que, comme les reptiles modernes, les dinosaures enterraient leurs œufs. Parce que, comme eux, ils faisaient partie des animaux dits à sang froid, c'est-à-dire incapables de générer une chaleur corporelle. Oviraptor nous montre que certains avaient développé un nouveau métabolisme qui leur permettait de couver leurs œufs. Une évolution qui allait devenir une caractéristique des oiseaux. Cette acquisition est peut-être aussi la clé d'un grand mystère. Pourquoi les oiseaux ont-ils survécu aux côtés des mammifères à la catastrophe qui a anéanti leurs ancêtres dinosaures ? On ne sait toujours pas vraiment ce qui a permis aux oiseaux de survivre alors que leurs ancêtres dinosaures disparaissaient. Mais le fait de couver les œufs et de prendre soin des petits a certainement joué un rôle. Le placenta chez les mammifères, les soins parentaux des oiseaux, cette révolution des modes de reproduction qui se produit pendant l'ère des dinosaures a joué un rôle essentiel dans les développements évolutifs des mammifères et des oiseaux dans le monde d'après les dinosaures. En couvant leurs œufs, les oiseaux les protégeaient mieux des bouleversements environnementaux. Leurs plumes et leurs ailes leur permettaient de conquérir le ciel. Mais après la catastrophe, certains ont abandonné le vol pour réinvestir les continents. Et 20 millions d'années plus tard, Gastornis revendiquait de manière spectaculaire sa position d'héritier de la lignée des dinosaures. Selon le docteur Whitmer, son arme la plus terrible lui avait été léguée par ses ancêtres. En évoluant à partir des dinosaures prédateurs, les oiseaux ont subi des changements très profonds au niveau du crâne et des ailes, mais moins au niveau des membres inférieurs. Les pattes des oiseaux ressemblent beaucoup à celles de leurs ancêtres dinosaures. Gastornis est très grand.
et ses pattes très robustes évoquent plus la puissance que la vitesse. Le comportement du casoar, un oiseau qui vit en Australie et en Nouvelle-Guinée, illustre la manière dont Gastornis utilisait cette arme. Les casoars sont de grands oiseaux terrestres dont on sait qu'ils peuvent délivrer de puissants coups de patte. Il y a des cas de personnes qui ont été blessées, voire tuées par ces coups. Mais Gastornis est 2 à 3 fois plus grand qu'un casoar. Ses pattes ont des os massifs et des muscles développés. Le coup de patte de Gastornis devait être 10 fois plus destructeur que celui d'un casoar. Après la fin du règne des dinosaures, les mammifères ont connu un âge d'or à Messel, mais ils n'occupaient pas le sommet de la chaîne alimentaire. Cette position était, sur les rivages, réservée aux crocodiles grâce à leurs puissantes mâchoires. Et dans la jungle vivait Gastornis, un oiseau géant de plus de 2 mètres, doté d'un bec redoutable qui chassait probablement les mammifères. Ces animaux étaient les véritables maîtres de la jungle de Messel, et les mammifères étaient leurs proies. Il y a 47 millions d'années, Gastornis, héritier direct des dinosaures, règne sur la jungle européenne. Les mammifères s'y développent et se diversifient sans pour autant parvenir à échapper à leur position de proie. Mais sur un autre continent, les choses se sont passées différemment. Dans la période qui suit la disparition des dinosaures, les masses continentales sont en plein bouleversement. L'Europe est alors un territoire morcelé, parcouru de bras de mer et principalement composé de zones humides ou forestières. L'Asie, en revanche, est restée un énorme bloc continental et il semble que cette situation ait profité aux mammifères. La province du Henan en Chine, sur la rive sud du fleuve Jaune. Le docteur Yuan King Wang effectue ici des fouilles dans une strate datant d'il y a 52 millions d'années, 15 millions d'années après la disparition des dinosaures. Et il a découvert sur ce site une mâchoire de mammifère de près de 50 cm de long. Une mâchoire de cette taille ne peut être que celle d'un Asiocorifodon, j'en suis sûr. Asiocorifodon est un herbivore, mais à son époque, il est certainement le plus grand mammifère du monde. Il démontre que 15 millions d'années après la disparition des dinosaures, les mammifères d'Asie connaissent une évolution bien plus dynamique et diversifiée qu'en Europe. Le docteur Baird, un spécialiste de l'évolution des mammifères, explique cette situation par la nature même du continent asiatique. Je pense que c'est l'immensité du continent asiatique qui a entraîné une telle diversification chez les mammifères. Jadis comme aujourd'hui, l'Asie comprenait des zones de désert, de jungle, de prairies. Et les mammifères se sont développés en différents groupes et sous des formes diverses pour s'adapter à ces environnements variés. L'extinction des dinosaures a libéré une quantité de niches écologiques différentes sur le continent asiatique. Et les prédateurs qui vont s'imposer en Europe sont sans doute déjà trop spécialisés pour pouvoir s'adapter à cette diversité. Les corps des crocodiliens s'étaient déjà adaptés à l'écosystème des rivages. La forme unique de leur crâne et leur posture particulière découlent de leur adaptation à ce mode de vie semi-aquatique. Il est vraiment difficile pour des animaux déjà spécialisés de reconfigurer leur corps pour s'adapter à une nouvelle niche écologique. Le problème est le même pour les oiseaux géants.
Gastornis a conservé l'anatomie développée par les oiseaux pour voler. Il a donc abandonné certaines caractéristiques de ses ancêtres prédateurs terrestres. Les oiseaux, en investissant les airs, se sont engagés dans une voie évolutive spécialisée. Le vol nécessite une série de changements structurels. Et ayant acquis cette spécialisation, les oiseaux étaient soumis à de plus fortes contraintes évolutives que les mammifères. Il était plus difficile pour eux de réinvestir le royaume terrestre. Par contre, les mammifères, au moment de la disparition des dinosaures, se caractérisent essentiellement par leur absence de spécialisation. Leur structure, proche de la souris, est très simple et élémentaire. Elle comprend des dents, une queue, 4 pattes terminées par des doigts. C'est une forme primitive, non spécialisée, qui a la possibilité d'évoluer dans de nombreuses directions. Cette anatomie primitive leur permet alors d'accomplir une autre révolution. Peu de temps après l'extinction des dinosaures, des groupes de mammifères carnivores sont apparus et ont commencé à se diversifier. Ils avaient acquis des dents tranchantes et des pattes armées de griffes. Ces mammifères, qui se développaient à partir d'une forme généraliste, possédaient un réel avantage sur Gastornis qui descendait des oiseaux, déjà spécialisés pour le vol. L'apparition de ces premiers mammifères carnivores entraîne d'ailleurs rapidement la disparition de Gastornis. Les fouilles réalisées en Chine par Yuan Qingwang montrent qu'il y a 35 millions d'années, les mammifères occupent toutes les niches continentales. Sur le long terme, ce sont les mammifères qui ont profité de la chance offerte par la disparition des dinosaures. Leur forme non spécialisée leur ouvrait de nombreux chemins évolutifs. Et c'est ainsi que nous, les mammifères, avons pu revendiquer le trône des dinosaures. Millions d'années après la disparition des dinosaures, le continent asiatique est déjà un royaume de mammifères. Ils y ont évolué, se sont diversifiés et spécialisés dans toutes les directions. Des mammifères géants apparaissent. Celui-ci mesure jusqu'à 5 mètres de long. C'est un ambolotherium. Les mammifères ont remplacé les dinosaures au sommet de l'écosystème. Et c'est entre leurs différentes espèces que se joue désormais la lutte pour la survie. Leur domination entraîne l'apparition d'un véritable phénomène. Indricotherium, le plus grand mammifère terrestre ayant jamais existé. Ses dimensions rappellent celles des grands dinosaures. 8 mètres de long, 2 fois plus gros qu'un éléphant d'Afrique. En Asie, le temps des mammifères est venu et ils vont maintenant étendre leur domination à l'ensemble des continents. Mais une course reste à courir, celle qui va voir s'affronter durant plus de 20 millions d'années 2 grandes familles de mammifères. L'une de ces 2 familles est la nôtre, ainsi que celle de la plupart des mammifères modernes. Elle est apparue au milieu de l'ère des dinosaures avec Eomaya. C'est la famille des mammifères placentaires. Les mères de cette famille conservent leurs petits dans leur ventre jusqu'à un stade de développement avancé grâce au placenta.
L'autre grande famille de mammifères est pour nous associée à l'Australie. Kangourous et koalas en sont les représentants les plus connus. Ce sont aussi des mammifères, mais ce sont des marsupiaux. Les marsupiaux ont un placenta beaucoup moins développé. Après une courte gestation, ils donnent naissance à des individus immatures qui vont poursuivre leur croissance dans une poche externe accrochée à une mamelle de la mère. La majeure partie de leur développement se fait dans cette poche. La famille des marsupiaux est apparue à peu près en même temps que celle des placentaires. 20 millions d'années après la disparition des dinosaures, ils étaient présents aux côtés des placentaires dans la jungle européenne. Celui-ci a été nommé Peradectes. Il ne mesure qu'une dizaine de centimètres, comme ses ancêtres à l'époque des dinosaures. Et c'est le cas de tous les marsupiaux de Messel, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose. Il y a 47 millions d'années, des marsupiaux vivaient à Messel. Ils étaient sans doute peu nombreux et étaient presque uniquement des opossums. Ils étaient en compétition avec les placentaires pour les mêmes habitats et les placentaires se sont imposés. À Messel en tout cas, ils sont clairement les vainqueurs. Sur les 40 espèces de mammifères découvertes à Messel, 2 seulement sont des marsupiaux. La sélection naturelle y a clairement favorisé le groupe des placentaires. En fait, au moment de l'extinction des dinosaures, les marsupiaux sont présents sur tous les continents. Mais leur famille s'éteint rapidement en Europe, puis en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. De là est née l'idée que chaque fois que placentaires et marsupiaux ont cohabité, les placentaires se sont facilement imposés parce qu'ils représentent une forme supérieure de l'évolution des mammifères. Les paléontologues expliquaient l'essor des marsupiaux en Australie par une victoire par forfait due à l'arrivée tardive des placentaires sur ce continent isolé. Mais un fossile est venu contredire cette théorie. Il a été mis au jour dans la région de Murgone, dans l'est de l'Australie, au cœur d'une strate géologique datant de 55 millions d'années, 10 millions d'années après la disparition des dinosaures. Le docteur Michael Archer, spécialiste de l'évolution des marsupiaux, dirigeait l'équipe qui l'a découvert. Voici la chose la plus extraordinaire que nous avons trouvée à Murgone. Voici Tingamara. Ce fossile de 2 mm est une dent de mammifère remarquablement préservée. Or, la dentition est un des critères les plus sûrs pour distinguer les placentaires des marsupiaux. Nous avons étudié cette dent dans ses moindres détails, et son message est très clair. Elle appartenait à un mammifère de notre famille, pas de celle des kangourous ou des wombats, mais bien de notre groupe de mammifères en Australie, il y a 55 millions d'années. Ce n'est pas ce que nous pensions trouver, mais c'est une réalité indiscutable. La présence de placentaires en Australie il y a 55 millions d'années montre que les marsupiaux n'ont pas remporté leur victoire par défaut. C'est la raison pour laquelle cette découverte a été un choc. Elle contredit totalement l'idée de notre supposée supériorité. Il y a clairement eu compétition entre les deux groupes en Australie, et le résultat a été que les marsupiaux ont gagné et les placentaires ont perdu. Alors pourquoi les marsupiaux ont-ils réussi à établir leur domination sur ce continent? L'analyse des sols de Murgone montre que cette zone, alors marécageuse, a connu de fréquentes périodes de sécheresse. Et le docteur Archer pense que cette spécificité de l'environnement australien est la clé de la victoire des marsupiaux. Quand des mammifères placentaires entament une gestation, ils doivent aller jusqu'au bout. Et si les conditions ont changé et que le moment est mal choisi pour enfanter, il n'y a aucune échappatoire. Le bébé mourra sans doute, et peut-être la mère aussi. Les mères marsupiales contrôlent mieux leur reproduction. Lorsqu'elles donnent naissance à un petit, il est à l'état de larve. Si les conditions changent et deviennent catastrophiques, elles peuvent s'en débarrasser, cesser d'investir dans ce petit et survivre pour se reproduire plus tard. C'est peut-être l'unique raison pour laquelle les marsupiaux ont survécu en Australie, alors que les placentaires se sont éteints. L'histoire de l'Australie
montrent que les placentaires n'avaient pas nécessairement l'avantage dans tous les environnements. Mais le continent qui a conservé les traces les plus surprenantes du conflit évolutif entre marsupiaux et placentaires est sans aucun doute l'Amérique du Sud. Sur le site de Tiupampa en Bolivie, le docteur Ricardo Céspedes mène des recherches sur une strate géologique datant de 64,5 millions d'années, 1 million d'années à peine après l'impact de la météorite. Les intempéries ont fait affleurer ici de nombreux fossiles de petits mammifères. Marsupiaux et placentaires y sont représentés dans des proportions équivalentes, mais l'étude de ces fossiles a montré qu'un équilibre très particulier s'est établi ici dès la disparition des dinosaures. Ces fossiles sont étudiés à Paris, au Muséum d'histoire naturelle, par le docteur Christian de Muison, qui a co-dirigé ces fouilles. Alors voilà le fossile que mon collègue bolivien Ricardo Céspedes et moi avons trouvé en Bolivie, à Tiupampa. Ces fossiles sont remarquablement préservés et permettent d'établir des comparaisons détaillées. À droite, un placentaire appelé Pantodon. À gauche, Mayulestes, un marsupial plus petit d'une trentaine de centimètres. Les fossiles de Tiupampa sont exceptionnels. Ils constituent la faune de marsupiaux et de placentaires la plus ancienne connue en Amérique du Sud et leur préservation est absolument remarquable. C'étaient des animaux de petite taille. Depuis il y a environ 65 millions d'années, marsupiaux et placentaires ont évolué ensemble en Amérique du Sud. C'était un monde unique et étonnant, parce que très différent de ce qui se passait sur les autres continents à la même époque. En quoi ce monde était-il si différent? Ce sont les dents de ces fossiles qui nous l'apprennent. Celles du placentaire Pantodon trahissent une alimentation omnivore, essentiellement à base de racines. Mais celles du marsupial sont d'une autre nature. Mayulestes a des dents pointues et coupantes qui dénotent un régime carnivore. C'était un animal agile, capable de s'attaquer à d'autres petits mammifères, voire des mammifères moins petits, comme par exemple ce Pantodon. Le marsupial était un prédateur carnivore et le placentaire, sa proie. Or, cette situation surprenante se retrouve chez tous les fossiles de cette région jusqu'à une date relativement récente. Pendant près de 60 millions d'années, les carnivores prédateurs sont tous des marsupiaux, tandis que les placentaires sont eux tous herbivores ou omnivores. Il n'y a donc aucun placentaire prédateur. Cet équilibre inversé par rapport au reste du monde a permis aux marsupiaux de poursuivre leur évolution dans des directions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a 3 millions d'années, sur le continent sud-américain, les mammifères placentaires évoluent sous la domination des marsupiaux. Cet étrange animal est un ancêtre du tatou appelé Doedicurus. Pourquoi a-t-il développé de telles défenses? Pour survivre dans ce monde dominé par un redoutable marsupial nommé Thylacosmilus. La famille des marsupiaux a donné naissance à ce grand prédateur carnivore qui règne sans partage sur l'écosystème sud-américain. Le continent sud-américain est alors le royaume des marsupiaux. Mais en Amérique du Nord se prépare déjà l'ultime rebondissement de cette course pour la domination de la planète.
En plein cœur de Los Angeles, aux États-Unis, se trouve un site où se sont accumulés les restes d'un nombre incalculable d'animaux anciens, les puits de goudron de la Brea. Depuis leur apparition il y a 45 000 ans, ces affleurements naturels d'asphalte ont conservé les ossements de tous les animaux qui s'y sont aventurés. Le docteur Christopher Shaw du Page Museum mène des recherches sur un mammifère dont les restes ont été retrouvés ici. Il s'agit d'un autre grand prédateur carnivore. Smilodon. Il ressemble à s'y méprendre à Thylacosmilus, mais c'est un placentaire. Smilodon avait la taille d'un lion d'aujourd'hui. Il avait des canines en forme de sabre, très semblables à celles de Thylacosmilus. Les antérieurs puissants et le corps musculeux de Smilodon lui permettaient de plaquer ses proies au sol pour planter ses crocs dans leur ventre. Ils chassaient probablement en groupe et étaient sans aucun doute les plus puissants prédateurs du monde de mammifères placentaires qu'était l'Amérique du Nord. Alors que Thylacosmilus, le marsupial, règne sur l'Amérique du Sud, son jumeau placentaire domine l'écosystème nord-américain. L'évolution de chaque branche de mammifères sur des continents séparés a donc conduit à l'apparition de prédateurs aux caractéristiques identiques. Placentaires et marsupiaux sont apparus au même moment, il y a 125 millions d'années. Les mouvements tectoniques de la planète et la sélection naturelle ont ensuite fait de l'Australie et de l'Amérique du Sud le royaume des marsupiaux, tandis que les placentaires s'épanouissaient dans l'hémisphère nord. Et cette situation a engendré l'apparition de toute une série d'espèces pratiquement jumelles. Il existe une version marsupiale de la taupe, une version marsupiale du chat. Cet écureuil volant de Sibérie est un placentaire. Et ce sugar glider est australien, et c'est un marsupial. Smilodon et Thylacosmilus ne sont qu'un des exemples de cette évolution parallèle. Mais ces deux-là se sont sans doute rencontrés. Il y a 2,7 millions d'années, les blocs continentaux sud et nord américains entrent en contact. Et à partir de ce moment, on trouve dans les strates géologiques du Brésil des fossiles de Smilodon. Nous n'en avons pas la preuve par les fossiles, mais il semble certain que Thylacosmilus et Smilodon se sont croisés. Au-delà de leurs dents de sabre, ces animaux étaient très semblables. Ils devaient occuper la même position dans l'écosystème, celle du prédateur au sommet de la pyramide alimentaire. Et ils se sont sûrement retrouvés face à face en Amérique du Sud. Le grand prédateur placentaire est entré en Amérique du Sud, où il a rencontré son homologue marsupial. Le résultat fut sans appel. Peu de temps après la jonction des deux continents, la lignée de Thylacosmilus s'est éteinte. Celle de Smilodon a continué à prospérer jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Le docteur Whitmer s'est penché sur les raisons de cette victoire des tigres à dents de sabre placentaires. Il a utilisé un scanner pour mesurer le volume des boîtes crâniennes des deux prédateurs. Proportionnellement à sa masse corporelle, le cerveau de Smilodon était 1,5 fois plus volumineux que celui de Thylacosmilus.
Il y a vraiment beaucoup de points communs entre Thylacosmilus et Smilodon. C'est un cas spectaculaire d'évolution convergente. Mais il y a aussi des différences, et l'une d'elles est que Smilodon possédait un cerveau beaucoup plus volumineux et plus complexe. Ce qui signifiait sans doute que Smilodon était un chasseur plus rusé ou plus intelligent. Le docteur Whitmer a alors étendu l'expérience à d'autres espèces jumelles et il a obtenu le même résultat. Nous avons comparé les cerveaux de centaines d'animaux différents. Et une constatation s'impose. Les cerveaux des placentaires sont en moyenne plus gros et plus complexes que ceux des marsupiaux. Pour le docteur Luo, la différence de mode de reproduction suffit à expliquer ce phénomène. Les nouveau-nés marsupiaux doivent pouvoir rester accrochés au téton de leur mère. Donc leurs crânes doivent être ossifiés beaucoup plus tôt. Ce durcissement précoce élimine la possibilité de certains développements évolutifs, comme celui d'un cerveau volumineux. Les placentaires, en revanche, ne sont pas soumis à cette contrainte. Les crânes des petits se développent librement pendant leur long séjour dans les ventres maternels. Sans une longue période de gestation, aucun mammifère ne peut développer un cerveau vraiment volumineux. Et les marsupiaux ont une période de gestation très courte. De ces deux facteurs, on peut déduire que les marsupiaux n'auraient jamais pu donner naissance à des primates au cerveau développé comme les humains. Il n'y a pas chez les marsupiaux de baleines ou de chauves-souris. En fait, dans l'univers parallèle de l'évolution des marsupiaux, aucun animal n'approche le niveau d'intelligence des humains ou des autres primates. On ne peut donc que se réjouir du chemin évolutif qu'ont emprunté les placentaires. Le mode de reproduction placentaire était une condition indispensable pour l'apparition d'un cerveau volumineux et il a été acquis par nos lointains ancêtres mammifères sous la pression écrasante des dinosaures. C'est un cataclysme planétaire qui a donné à ces petits animaux nocturnes une chance inespérée de se développer dans un monde soudain débarrassé des dinosaures. Au terme d'une course évolutive de 220 millions d'années, les mammifères placentaires se sont finalement imposés au sommet de l'écosystème de la Terre, en grande partie grâce au développement de leur cerveau. L'histoire de nos ancêtres montre que notre existence est le résultat d'une incroyable chaîne d'incidents remarquables et que le monde de mammifères issus de ce long processus est unique. Ne l'oublions pas.